confiance au village sous l'Ancien Régime. Alors j'ai commencé par chercher dans le dictionnaire la définition de confiance et je vous préviens que c'est la meilleure formule, c'est le dictionnaire. Moi, vous avez des gens qui s'appellent Wikipédia qui me récusent absolument le titre d'historienne. Alors je vais regarder dans le dictionnaire, je vois que ça correspond, je dis c'est des menteurs. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, le mariage, vous savez ce que c'est que le mariage? C'est dans le dictionnaire, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Cherchez le dictionnaire, c'est très très utile. Alors, je suis allée chercher la définition du dictionnaire de la confiance. C'est la croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence. C'est ça la confiance. C'est magnifique. Eh bien, je peux dire que la confiance est le fondement de la communauté villageoise qui va prospérer jusqu'à la Révolution. Alors, ça inclut bien sûr le Moyen-Âge, puisque c'est au Moyen-Âge qu'elle s'est développée et constituée, mais cette communauté villageoise, on la voit jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et la chute de l'Ancien Régime verra également la chute de la communauté villageoise. Pour qu'on croie dans cette communauté qu'il n'y aura ni tromperie, ni trahison, ni incompétence, eh bien il convient d'avoir un socle moral commun. Sinon, on ne voit pas comment on peut faire confiance si on n'a pas un socle moral commun. C'est-à-dire une même définition du bien et du mal, du souhaitable ou du pas souhaitable, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Or, la communauté villageoise française, puisque c'est de celle-là qu'on parle, elle a un socle, c'est le christianisme, c'est le catholicisme. Toute la vie du village se fait autour de son clocher. La communauté villageoise, c'est d'abord une communauté catholique. La communauté, c'est la paroisse, et la paroisse, c'est la communauté. L'un se confond complètement avec l'autre. S'il faut 10 habitants pour faire une communauté, il faut 10 maisons pour faire une paroisse. L'église est le centre de la communauté. Elle est fortifiée et elle a servi de refuge avant la construction des châteaux forts. Parce qu'à la campagne, régulièrement, vous avez des nécessités de vous resserrer avec des armes, parce que passent des brigands ou des soldats en goguette. Enfin, la communauté, avant d'avoir des châteaux forts, elle avait son église pour se protéger, pour lui servir d'abri. Le clocher montre l'église et il porte la cloche qui marque les heures de la journée, les heures du travail et de la prière, de l'alarme ou de la délibération. On grimpe au clocher pour guetter l'approche de l'ennemi éventuel et la cloche sonne le tocsin. La cloche a une telle personnalité qu'on la baptise et qu'on lui donne des noms de saints. Et sachez qu'à la Révolution, à la Révolution et après, on a martyrisé les gens des villages en fondant les cloches prétendument pour faire des canons. En fait, c'était pour détruire la communauté. On ne touche pas aux cloches. L'église appartient tellement aux habitants qu'ils y tiennent leurs assemblées communales ou qu'ils y font la classe s'ils n'ont pas de maison d'école. Le prône, vous savez ce que c'est que le prône? C'est l'instruction religieuse, mais aussi administrative ou même judiciaire. En l'absence de journaux, c'est au prône qu'on prend connaissance de l'actualité. C'est-à-dire que si vous voulez savoir ce qui se passe dans le royaume, vous venez écouter la messe. En écoutant la messe, vous aurez la gazette, une naissance, un mariage, la mort d'un prince, tout ça, ça se passe à l'église pendant la messe. Alors, il y a une chose importante à savoir sur la façon de fonctionner de l'Ancien Régime, on va croiser un petit peu les deux, à propos des filles qui cachent leur grossesse. Une déclaration du roi prescrivit en 1708 de lire au prône tous les 3 mois un édit de Henri II qui date de 1556 dans le but de prévenir les infanticides. Et ce prône exposait en termes très précis tous les actes et les excuses de leurs auteurs. C'est-à-dire que cacher sa grossesse, c'est cacher potentiellement un abandon ou un infanticide. Donc la loi exigeait que toute grossesse soit déclarée. Et on disait au prône, tous les 3 mois, on rappelait cet édit d'Henri II. Cet édit sera publié jusqu'en 1789. Il fut un temps où le pouvoir protégeait les enfants à naître. Alors, je sors de mon sujet, mais ça reste mon sujet. Je vous signale, parce que j'ai écrit beaucoup sur ces choses-là, que l'avortement en France est une priorité nationale. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Moi, c'est pas une priorité à moi, c'est la leur. Et elle sera bientôt constitutionnelle si ça continue, et apparemment c'est parti pour. Je reviens au prône. Le prône sera utilisé
lors de l'expérience libérale de Turgot en 1774 pour faire connaître aux paroissiens les vérités physiocratiques qui provoquaient des émeutes. C'est-à-dire que Turgot, appelé au pouvoir par le jeune Louis XVI pour l'aider à résoudre le problème de la dette, en fait, il ne va rien faire dans ce sens-là, mais ça va être dramatique, Turgot va imposer la première expérience d'économie capitaliste ultra-libérale en supprimant la police des grains et en laissant le prix des subsistances suivre la loi de l'offre et de la demande. Ça va déclencher des émeutes dans tout le pays et c'est ça qui, à très court terme, va déclencher la révolution. Donc Turgot va tenter de se servir de l'Église pour réduire le nombre de fêtes chômées qui dérangent les employeurs. Parce que l'obsession de ces gens-là, c'est pas seulement de laisser le prix des subsistances grimper, c'est de supprimer les congés, de réduire le temps libre, de mettre la main sur la totalité de la vie des Français. Donc, on a décidé qu'il y avait trop de fêtes chômées, trop de fêtes religieuses, et Turgot a écrit à l'archevêque de Paris pour lui demander d'intervenir pour supprimer les fêtes, notamment le lundi de Pentecôte. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Donc, il écrit à Monseigneur de Beaumont, archevêque de Paris, pour lui demander de supprimer le lundi de Pentecôte. Réponse de Monseigneur Christophe de Beaumont. Je ne sache pas, monsieur, que le peuple se soit jamais plaint lui-même des fêtes qu'il célèbre depuis tant de siècles et que vous le plaigniez de célébrer. Ces fêtes existaient quand Colbert portait nos manufactures au plus haut degré de prospérité et rendait jaloux de l'industrie française les peuples voisins, sans en excepter ceux qui avaient secoué le joug des fêtes en même temps que celui de l'Église. Là, il parle des protestants. On prétendait qu'ils étaient plus malins parce qu'ils avaient supprimé énormément de fêtes. Vous êtes ennemis de toute espèce d'oppression, mais c'est dans ces jours de fête que le pauvre, affranchi de la rude servitude du travail, vient dans nos temples se placer à côté du riche, devant le trône du Père commun des hommes et se consoler du présent par les promesses de l'avenir. Donc Monseigneur de Beaumont a refusé de prêcher la fin du lundi de Pentecôte. Il faudra attendre un siècle, 2 siècles et demi pour qu'ils y reviennent. Le zèle religieux des habitants du village peut être plus grand que celui des prêtres. Il faut savoir que la France rurale est profondément, viscéralement catholique. À Langres, en 1775, l'évêque a accepté de supprimer le lundi de Pentecôte. Voilà, il y a des évêques qui ont cédé. Les habitants se soulèvent. Ils montent au clocher, ils s'attroupent autour du presbytère et forcent le curé à sortir, syndic en tête. Tout le village, en habit de fête, se rend à la messe le lundi matin. Peut-on faire confiance à ce Turgot? C'est la tradition qui peut l'emporter. En 1579, un curé a voulu interrompre une procession contre les deux paroissiens. Alors, je ne sais pas si on vous a dit de la façon qu'avaient nos aïeux d'être catholiques, mais on disait souvent, enfin ça s'est dit beaucoup dans certains milieux, que les paysans étaient soumis à leur curé. Je vais vous raconter l'anecdote. Un curé a voulu interrompre une procession parce qu'il n'était pas d'accord pour la procession et les paroissiens la voulaient. Et bien les paroissiens l'ont jeté dans l'Yonne. Le curé a porté plainte. Non, il n'est pas mort. Ils n'ont pas tué leur curé. C'est pas la main glacée. Le curé a porté plainte. C'est normal. Et bien le magistrat instructeur n'a trouvé aucun témoin. Personne n'a rien dit. La foi des villageois n'est pas manipulable. D'accord. Si un curé est injustement sanctionné par sa hiérarchie, le village va écrire à l'évêque pour le défendre. Parce qu'il est là pour ça. Le village défend sa foi et sa pratique religieuse, donc son curé. Le clergé visite les paroisses pour en recevoir les doléances qui sont rédigées et signées sur le champ. C'est une espèce de droit de remontrance dans la population use sans complexe. Vous avez des problèmes ici? Ah bah oui, il y a ceci, il y a cela, etc. Et ça remonte à l'évêque. Les bons curés sont choyés de la population qui les défendra, armes à la main, quand la Révolution voudra les mettre au pas. Tiens, regarde du côté de la Vendée et de la Bretagne, c'est clair. Les villageois ont défendu leurs curés, les armes à la main. La communauté villageoise est catholique, corps et âme, et elle entend rester. Qu'est-ce qu'une communauté villageoise? Une communauté fonctionne parce qu'elle a un bien commun. Il n'y a pas de communauté sans communaux. C'est ce qu'on appelle la tradition, et la tradition est communautaire. Tous les villages possèdent des communaux qui leur appartiennent en propre et en collectivité. C'est une propriété collective, des bois, des prés et des champs.
dont on dit l'usage en appartient à tous et la propriété à personne. Parce que ces sortes de biens sont appelées choses de l'université dont l'aliénation est prohibée. Ce qui est commun rapporte la nourriture pour les bêtes qui apporteront l'engrais pour la culture, le bois de chauffage ou le bois d'œuvre, les liens pour la moisson, l'osier pour la vannerie, le chaume pour les toits, les herbes pour la litière. Celui qui n'a rien y est chez lui. On peut ne rien posséder et ne pas mourir de faim du village. Alors la propriété privée existe. Hein. Je vous parle de la propriété collective qui est à côté de la propriété privée. Et vous pouvez vivre au village sans avoir de champ propre, de terre à vous. La propriété privée est très sévèrement limitée. La propriété privée est très sévèrement limitée par les droits de la communauté. La terre cesse d'être privée dès que les fruits en sont enlevés. Donc vous avez un champ qui vous appartient, il est à vous, d'accord? Vous l'avez reçu en héritage, il est à vous. Il est à vous jusqu'à après la moisson. Dès que vous en avez retiré les fruits, votre champ revient à la communauté. À tous, c'est-à-dire riches ou pauvres également. Aucun propriétaire, fût-il le seigneur, ne peut interdire que les paysans y envoient leurs bêtes. Une fois la moisson passée, les champs appartiennent à tous et tout le monde peut y envoyer ses bêtes. Le seigneur est soumis aux mêmes règles et aux mêmes servitudes que les autres habitants du village. Le seigneur fait partie du village. Les pâturages appartiennent à tous et le seigneur n'y a aucun droit particulier. Il peut faire paître ses propres bêtes, ni plus ni moins. Le seigneur qui fait battre les étangs pour faire taire les grenouilles par ses manants est une grossière plaisanterie. Vous avez entendu parler de cette histoire. Quand il y a eu l'abolition des privilèges à Paris, là, pendant la nuit du 4 août, il y a des gens qui racontaient que les seigneurs absolument odieux réveillaient les villageois pour que les villageois la nuit allaient battre les étangs pour faire taire les grenouilles. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu un truc plus crétin? Est-ce que vous imaginez le bruit, le boucan que doivent faire des paysans qui tapent sur un étang pour faire taire des grenouilles? Il faut vraiment avoir de l'imagination pour inventer des fadaises pareilles. Et alors, il y a même quelqu'un qui a dit que le Seigneur, quand il avait froid, il ouvrait le ventre d'un paysan pour se réchauffer les pieds dans ses entrailles fumantes. Enfin, il ne savait pas quoi inventer. Des gens qui n'avaient jamais mis les pieds à la campagne et qui ne savaient pas quel genre de rapport les paysans, les villageois pouvaient entretenir avec leur Seigneur. Alors, comme chef de la communauté, le Seigneur se fera respecter s'il respecte la communauté. La vaine pâture est pratiquée partout et elle est le droit correctif à la propriété privée. Une fois le blé et le foin engrangés, la terre redevient vaine, c'est-à-dire vide. Le plus pauvre des paysans, celui qui ne possède pas de terre, peut avoir des bêtes et s'en nourrir. Grâce à la communauté, le pauvre vit sans manquer de rien. Les communautés appartiennent au village depuis toujours. Ils sont gérés en propriété collective. Ils sont défendus en justice contre d'éventuels abus du seigneur, les nouveaux seigneurs. Alors je vous explique ce que c'est que les nouveaux seigneurs et les anciens seigneurs. Les anciens seigneurs, ce sont ceux qui sont devenus les héritiers de ceux qui sont devenus seigneurs, c'est-à-dire cette partie de la population qui, les armes à la main, défendent la communauté contre les dangers qui la guettent. C'est-à-dire que le seigneur est celui qui, pendant que le travailleur travaille les champs et que le prêtre prêche et s'occupe des choses de l'esprit et du bon Dieu, c'est celui qui, les armes à la main, va défendre la communauté militairement. Or, vous avez, au fil des ans, et notamment à l'époque moderne, c'est-à-dire autour des guerres de religion, à partir des guerres de religion globalement et jusqu'à la Fronde, vous allez avoir un transfert de propriété des anciens seigneurs qui vont vendre leur propriété ou à des nouveaux seigneurs, c'est-à-dire à des anoblis. Les anoblis vont acheter la terre pour se faire de l'argent avec. C'est une nouveauté, ça n'existait pas avant. Donc vous allez avoir de nouveaux rapports avec les nouveaux seigneurs, et alors que la communauté, elle, n'a pas changé, elle va avoir comme seigneur, pas tout le temps, mais de plus en plus, une nouvelle race de seigneurs avec qui ça ne va pas du tout bien se passer. Je vais vous raconter quelques anecdotes qui sont assez truculentes. Alors, les nouveaux seigneurs commencent à abuser. Ils vont réclamer un certain nombre de choses qui ne sont pas dans la tradition, et de plus en plus, les villages vont s'opposer à leurs seigneurs. Je reviens
fin de la parenthèse sur les nouveaux seigneurs, les communaux appartiennent au village depuis toujours et ils sont source de revenus, c'est-à-dire que les habitants se répartissent le produit des coupes de bois. Si le village a du bois, il en coupe, il en vend et tout le village se partage, foyer par foyer, le bénéfice de la coupe de bois. Les malheurs de la guerre vont pousser les paysans à s'endetter et à aliéner leurs communaux pour se renflouer. Et ça, c'est un mouvement absolument dramatique. Chaque fois que, alors, par la faute des nouveaux seigneurs, des procès vont être perdus, et pour payer les procès, on vend un morceau de bois, on vend un morceau de pré, on aliène. Et l'aliénation se fait en assemblée générale du village, on n'a pas le droit d'aliéner si tout le monde n'est pas d'accord, mais de plus en plus, les villages vont s'appauvrir. Et cette aliénation des communaux va être la cause du renversement de l'ancien équilibre communal. Donc c'est par l'effet de la guerre civile. Vous savez, la guerre est toujours fauteuse des pires troubles. En 1767, Louis XIV prendra des mesures autoritaires pour que les communautés puissent rentrer dans la propriété de leurs communaux aliénés. Ça, c'est quelque chose de très très mal connu émanant de Louis XIV. Il a fait de façon autoritaire, vous savez, quand il disait je veux et j'exige, ou alors j'interdis, c'était comme ça et pas autrement. Il a interdit que les communaux soient aliénés sans l'accord préalable de l'intendant qui était son représentant dans la province. Et les intendants avaient comme fonction, comme tâche, d'empêcher l'aliénation des communaux. Et grâce à cette intervention autoritaire du roi Louis XIV, la plupart des communaux ont pu être sauvés, sinon c'était l'année dont il n'y aurait plus rien eu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pas de communauté sans communaux. S'il n'y a plus de communaux, il n'y a plus de village. Il y aura un amas de paysans qui n'auront plus rien en commun et ce ne sera plus la même chose. Donc ce sera le début de la surveillance des communautés par l'autorité supérieure. L'autorité supérieure dans la province, c'est ce qu'on appelle l'intendant. Et l'intendant, il a des subdélégués qui sont les personnages avec lesquels les villages ont le contact direct. Alors, cette ingérence de l'autorité royale pour la défense de la communauté va mal tourner quand l'esprit des Lumières va atteindre les intendants. C'est-à-dire que les intendants, tels qu'ils ont été créés, obéissent au roi qui a la préoccupation que je vous ai dite concernant les communaux, concernant les villages. Et l'esprit des Lumières, ça va être le renversement, ça va être l'ingérence du libéralisme, de l'antichristianisme déchaîné. Et cet esprit des Lumières va petit à petit atteindre les intendants. Donc les intendants ne vont plus jouer leur rôle. Et comme ils vont avoir autorité sur les villages, c'est là que ça va mal tourner. Mais ça sera à l'époque de la Révolution. N'anticipons pas. En attendant, le roi protège la communauté paysanne contre les empiètements des nouveaux seigneurs qui ont acheté la terre pour s'enrichir, alors que la terre n'est pas là pour enrichir personne, elle est là pour faire vivre la communauté. Personne ne s'enrichit sur la terre, on vit de la terre, on ne devient pas riche. Les Lumières ne vont pas, alors les Lumières, je vous le situe, c'est à partir de 1745, autour de la Pompadour, une clique de malotrus, parmi lesquels un certain Diderot, un certain Voltaire, un certain D'Alembert. Le pire des pires étant Voltaire, mais il n'a pas été le plus emblématique, il est le plus connu, mais il y en a eu d'aussi graves que lui, qui sont moins connus et qui ne vont pas arrêter de remettre en question idéologiquement tous ces acquis de siècles et de siècles de vie catholique à la Donc, l'esprit des Lumières va consister à faire de la terre une source de profit et à expliquer au roi que c'est bien. Alors, pour vous situer en deux mots, le roi, la dette du roi grossit d'année en année, elle est savamment orchestrée, le roi il n'est pas endetté parce qu'il dépense trop tout seul, c'est plus compliqué que ça. La dette est savamment orchestrée, et plus le roi s'endette, plus on lui explique que la solution à la dette, c'est on ne peut pas augmenter les impôts plus, on ne peut pas emprunter plus, donc la solution à la dette, c'est d'enrichir les producteurs, parce que quand les producteurs seront enrichis, le roi percevra plus d'impôts et il résoudra la dette. Ça n'a jamais été vrai, c'est une arnaque, c'est une imposture. Toujours est-il qu'on a fait croire ça au roi et qu'il a cru qu'il était souhaitable, Louis XV d'abord, Louis XVI après, souhaitable de laisser la bride sur le cou aux marchands et aux faiseurs de profit, et voilà, le malheur est arrivé comme ça. Tout le bouleversement viendra de là et partira de là. Alors, comment vit la communauté avec son seigneur? À votre avis, c'est la guerre ou la paix? Alors, il y a deux types de seigneurs. Il y a ceux en qui on a confiance, et là, vraiment, c'est le mot, et ceux en qui on ne l'aura jamais.
Alors celui en qui on a confiance, c'est celui qu'on connaît, donc qui est le fils du fils du fils du fils du fils de celui qui est arrivé le premier pour défendre la communauté. Et puis la pièce rapportée, c'est le malotru, enfin c'est le type qui vient là pour s'enrichir. D'ailleurs on ne le voit jamais, ou rarement. Alors, le seigneur en qui on a confiance, c'est celui qu'on connaît. D'abord, il est familier du village, il est secourable quand il le faut, il connaît tout le monde. Il est le témoin de leur mariage, il est le parrain de leurs enfants, sa femme et leur marraine. C'est comme ça que ça se passe au village. Parfois, le fils du Seigneur aura comme parrain ou marraine des gens du village. Alors, je ne dis pas qu'ils vont se marier, hein, ça certainement pas, mais enfin, n'empêche. Ça ne les empêche pas de jouer aux billes ensemble et de rigoler pendant leur enfance. Le Seigneur et sa famille participent aux fêtes et dansent avec les paysans. Souvent, le fils du Seigneur et celui du paysan apprennent à lire dans la même école de paroisse. Attendez, si une paroisse a une école, à votre avis, combien de paroisses ont des écoles? Bon, on va poser la question. Combien y a-t-il de paroisses sans école? 0. Une paroisse, une école. Donc le fils du Seigneur, le Seigneur, s'il veut que son fils et sa fille apprennent à lire, soit il va se payer un précepteur, soit il va l'envoyer à l'école. Donc ils se connaissent. Ils usent leur fond de culotte sur les mêmes bancs. Dans certaines régions, le lien s'est distendu par l'absence du Seigneur. Et les régions où le lien ne s'est pas distendu, eh bien, on a vu à la Révolution les seigneurs prendre la tête de la révolte des paysans, confère la Vendée. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film qui se... Eh bien, vous avez de la chance parce que moi, c'est la semaine prochaine que je le vois. Mais je connais l'histoire, je connais la chanson. C'est exactement ça qui s'est passé. Ce sont des paysans qui sont allés voir leur seigneur en leur disant « Dites donc, on vous paye, à nous défendre, c'est maintenant. » Et puis celui qui se cache sous le lit, on va le frapper. En disant c'est ici, c'est maintenant. C'est ça la révolte vendéenne. Pour revenir au village, le Seigneur est là pour défendre la communauté les armes à la main, et le bon Seigneur sera le Seigneur présent, celui qu'on connaît, et celui à qui on pourra faire appel en cas de nécessité. Or, si le Seigneur est odieux, il y a seule l'autorité supérieure, le roi et ses représentants, il pourra quelque chose. Il y a des seigneurs odieux, c'est pas ça qui manque. Il y en a aussi, je ne suis pas en train de dire que tous les seigneurs sont gentils. D'ailleurs, je n'ai pas dit ça du tout. Mais c'est ce que fera la centralisation monarchique, qui permettra, en cas d'abus d'un seigneur, de pouvoir en référer à une autorité supérieure. Et l'autorité supérieure, c'est le roi et ses représentants. Les grands jours d'Auvergne serviront à ça. Qu'est-ce que c'est que les grands jours d'Auvergne? C'est un tribunal envoyé par le roi Louis XIV en 1665, je crois, pour aller rétablir la justice contre les abus seigneuriaux qui ont découlé des désordres de la Fronde. La Fronde, ça a été 4 ans de guerre civile. Des seigneurs se sont comportés, notamment en Auvergne, dans d'autres endroits, mais en Auvergne, ça a été quand même particulièrement grave, à commettre des exactions abominables, à faire semer et à faire régner la terreur auprès des villageois. Le roi en a eu vent, parce qu'il a des ministres, que ces ministres l'ont bien informé. Il a constitué un tribunal qui s'appelle les Grands Jours, il l'a envoyé en Auvergne en disant « Allez rétablir l'ordre en mon nom ». Et c'est ça qui s'est passé. Alors il a coupé quelques têtes, il a fait raser quelques châteaux, et il a rétabli l'autorité contre les seigneurs abusifs. Et le roi est devenu populaire en Auvergne, je ne vous raconte pas comment. D'ailleurs, vous avez d'honnêtes seigneurs qui sont allés dire que maintenant, le roi avait était devenu tellement populaire à la suite des grands jours d'Auvergne qu'on ne pouvait plus rien dire à un paysan. Il dit, bien insolent, il dit, bah oui, c'est comme ça. Voilà, il ne fallait pas abuser de l'autre côté. Donc, sans autorité supérieure, le mauvais seigneur est une plaie. C'est une plaie. Parce qu'il n'y a que l'autorité supérieure qui peut le ramener à la raison. Le seigneur ne peut pas grand-chose quand le paysan refuse de t'enterrer. Ça, le seigneur qui dit c'est moi, je veux et j'exige, s'il n'est pas dans son endroit, il peut toujours essayer de faire plier le paysan, je lui souhaite bien du bonheur. Alors, par exemple, vous avez des nouveaux seigneurs qui demandent à percevoir d'anciennes redevances. Ben, le paysan, il va aller, il dit bon, montrez-moi où ça, vous avez trouvé ça où? Puis ils y vont en délégation, vous pouvez nous expliquer? Non, non, on n'est pas d'accord. Alors il va y avoir procès, il ne va pas y avoir procès. Je ne dis pas que ça peut toujours s'arranger comme ça, mais un seigneur qui veut faire céder les paysans, il faut qu'il se mette de bonheur. Et il faut qu'il ait des arguments. Ça ne se passe pas comme ça. Si la communauté est sûre de son bon droit, elle n'intente qu'un procès.
En 1680, Madame de Sévigné se plaint avec résignation d'être obligée de renoncer à des redevances que les paysans refusent de lui payer. Alors elle est à Versailles, elle écrit, vous allez me faire payer ça. Son intendant lui dit, écoutez, débrouillez-vous, moi j'y arrive pas. Ils veulent pas, ils veulent pas. Allez faire payer les paysans qui veulent pas. La situation va se détériorer au fur et à mesure que les seigneurs ne seront plus des gens d'épée, mais des gens de robe, c'est-à-dire des juges. Quand le seigneur devient un juge, ben, pour gagner un procès, c'est infiniment plus difficile. Vous entendez bien? Vous entendez bien là? Donc le Seigneur ne sème pas toujours la terreur et il arrive que ce soit lui qui pâtisse. Alors j'ai connu plusieurs cas, tout ça ce sont des cas qui ont été répertoriés par un historien qui s'appelle Albert Babot qui a travaillé sur les archives paysannes. Enfin, c'est extraordinaire le travail qu'il a fait, notamment en Champagne. Il cite le cas d'un seigneur qui avait son banc à l'église. Alors le seigneur a en général son banc à l'église, son banc pour sa famille. Bon. Et des parvenus, des nouveaux seigneurs ont voulu... Attendez, je suis en train de confondre deux trucs. Bon. Voilà, un nouveau seigneur est arrivé, il a exigé d'avoir son banc à l'église comme l'ancien. Les paysans n'ont pas voulu. Il a insisté, il y a eu de la bagarre, finalement il a réussi à obtenir d'avoir son banc à l'église. Quand il est venu avec sa famille, les paysans lui avaient mis du suin, du suif sur tout le banc et ils avaient mis de la cendre. Donc le Seigneur est arrivé avec sa famille, ils se sont assis, ils ont glissé, ils se sont levés, ils ont vu qu'ils étaient tout crottés, tout dégueulasses. Ils ont été obligés de quitter l'église sous les lazis, enfin des hurlements de rire et tout, il n'est pas revenu avec son banc. Alors, il y en a un autre, il a exigé, quand il allait à la messe, pareil, c'est forcément un nouveau Seigneur, ça ne peut pas être un ancien qui ait des prétentions comme ça. Et il a demandé au curé de le bénir spécialement. Il ne voulait pas lors de la bénédiction, lors de l'aspersion, au cours de l'aspergesme, il ne voulait pas être aspergé au goupillon comme les autres. Il voulait sa bénédiction spéciale à lui, pas en même temps que les autres. Alors le curé, il a dit ben d'accord, il a pris une queue de cheval, il l'a trempé comme ça, il l'a trempé, il a été obligé de quitter l'église, sa femme aussi, pour aller se changer parce qu'ils étaient trempés. Alors, je vous raconte pas les paroissiens pliés de rire. Alors je pense qu'il y a eu des sanctions, mais la première des sanctions, c'est quand même lui, par le rire général que ça a déclenché. Je veux dire, un seigneur ne fait pas ce qu'il veut avec des paysans. Les paysans ont quand même suraigu le sens de leur dignité, de leur bon droit et de ce que c'est que les bonnes manières. Ah, un jour, celle-là c'est la meilleure, un curé a refusé d'encenser le Seigneur séparément. Parce qu'au moment de l'encensement, lui voulait être encensé tout seul. Voilà, lui et pas en même temps que les autres. Donc le Seigneur l'a poursuivi en justice pendant 26 ans. Il y a eu 5 arrêts successifs qui ont obligé le curé à obtempérer. Il n'a jamais voulu obéir. Si, il a obéi au bout de 26 ans et au 6e arrêt. Je pense qu'il devait être Kakoshi. Là, il a dit, bon voilà, d'accord, c'est une idée. Donc le Seigneur fait parce qu'il veut avec les vignes joints. Qui dirige la communauté? Ah, qui dirige la communauté? Eh bien c'est la communauté. La communauté dirige la communauté. Elle se gère elle-même. Nous sommes dimanche, sortie de la messe. Tout le monde va à la messe. Vous savez comment on calcule le nombre d'habitants d'un village? On compte les gens qui sont à la messe et on demande au curé qui est malade et mourant. On additionne et on annule. Tout le monde se retrouve à la messe. Tout le monde est en habit de fête. Les hommes, les femmes et les enfants à la sortie de la messe rejoignent les domiciles pour s'occuper du repas. Et les hommes s'assemblent autour de l'arbre. De l'arbre, comment appelle-t-on ça? C'est une artès, comment s'appelle la partie de l'église, l'arrière de l'église qui n'est pas... C'est ça. Donc si le temps s'y prête, ça sera sous l'arbre. Hein. Regardez dans énormément de villages, vous avez même une murette autour de la petite place de l'église. Donc on va délibérer sous cet arbre c'est devant l'église, hein, c'est à côté du cimetière, c'est pas dans le cimetière, mais c'est devant l'église, et on va délibérer et voter les décisions qui concernent le village.
Alors les hommes sont là, non pas comme personne, mais comme chef de famille. Un homme ne se représente pas, c'est pas un homme, une voix, c'est une famille, une voix. Donc c'est les hommes qui représentent la famille. Mais si le mari est mort, ah ben c'est la femme. Eh oui, il y a des femmes qui votent, bah ouais, tiens. Je comprends qu'il y a des femmes qui votent. Il suffit qu'elles soient chef de famille. Et c'est quoi un chef de famille? Ben, quand il n'y a plus un chef, il y en a une chef, puis c'est tout. Les personnes discutent. Donc une veuve devenue chef de famille sera présente. Et elle délibère et elle vote comme les autres. On peut être aussi électeur célibataire si on est inscrit sur le rôle de taille. Être inscrit sur le rôle de taille, c'est payer soi-même la taille personnelle, c'est l'impôt personnel. Donc si on est célibataire et qu'on est inscrit sur le rôle de taille, ça veut dire qu'on n'est pas inscrit sur le foyer de ses parents. Donc on va voter, on représente, vous savez, une famille monoparentale sans enfants. C'est-à-dire vous présentez un feu en étant célibataire. Et puis après, vous allez vous marier et le feu va grandir, mais voilà, vous êtes là comme représentant d'un feu, le vôtre. Tout le monde doit être là à l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale a été annoncée de maison en maison, de porte en porte et au son du tambour. Puis le curé l'a annoncée au trône. L'Assemblée Générale, personne ne peut ignorer qu'elle a lieu. Alors c'est pas tout le temps, hein, c'est quand il y a besoin. La réunion doit se faire dans un lieu accessible à tous, en plein air autant qu'il est possible. Quand il pleut ou quand il neige, on trouve autre chose, mais en plein air, dans le milieu le plus ouvert possible. Sinon, on se réunit dans l'école, dans la halle ou même dans l'église. Quand l'église ont des porches, on s'y retrouve, et l'église est en fait la véritable maison commune du village. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va décider à l'Assemblée Générale des Habitants? Eh bien, il faut être au moins 10 pour que la délibération soit valide. Dans les villages d'Ancien Régime, 10, c'est quand même vite atteint. Au-dessous de 10, on est une réunion particulière. On ne peut pas nommer un procureur. S'il s'agit de voter d'un emprunt, on va vouloir au moins les 2/3 des voix. Il faut être résident du village depuis 1 an pour participer. Éventuellement, le village peut absorber éventuellement de nouveaux habitants. Ben, au bout d'1 an, vous allez participer aux délibérations. On a vu aller chercher les récalcitrants. Dites donc, machin truc, là, il est parti à la sortie de la messe, il ne vient pas à la réunion. Quelqu'un va le chercher, là? Attendez, la réunion, c'est pas comme ça pour rigoler, c'est tout le monde. Allez, on va chercher les récalcitrants. On peut être frappé d'amende si on refuse de se rendre aux assemblées. Ou alors si on a quitté la réunion avant le vote. Il a participé à la réunion, il n'a pas voulu voter. Le vilain. L'amende peut doubler ou tripler en cas de récidive. Elle peut être payée en nature. On ne demande pas aux gens de vendre. Vous savez, être payé en nature, c'est quand même la façon la plus simple. D'ailleurs, à votre avis, la dîme qu'on paye, c'est doublé. C'est doublé. L'impôt se paye le plus souvent possible, je dis bien, en nature. Alors, on a vu sanctionner ceux qui partent avant la fin. Et quelle est la règle de fonctionnement du village? Eh bien, c'est chaque village qui l'a défini. Qui a dit la règle au village? Les villages. Chacun, pour lui-même. Le syndic ou le juge annonce le sujet de la délibération du jour, la décision commune qu'il va falloir prendre et qu'on a affichée sur les murs. Personne n'arrive à la réunion sans savoir de quoi on va parler. Pour ceux qui ne savent pas lire, parce qu'il en reste qui ne savent pas lire. En général, ils savent lire, puisqu'ils ont été à l'école depuis tout petit. Ça a été de toute façon annoncé au prône. Donc, tout le monde est au courant de ce qui va se passer à l'Assemblée Générale des Paysans. S'agit-il d'élire un agent ou un nouveau syndic, de parler impôts, écoles, réparations diverses? C'est ici qu'on va délibérer. Et tout le monde a la parole. Alors, on écoutera particulièrement les anciens, mais ils n'auront pas une voix de plus. On va les écouter pour avoir leur avis, mais ils n'auront pas une voix de plus au moment du vote. Après délibération, on votera à haute voix. L'illettrisme d'une partie des habitants interdit le vol d'un bulletin secret. Tout est ouvert et à la portée du plus simple. C'est la règle de base. On peut décider de faire un procès au seigneur qui a commis un abus. Alors on n'hésite pas si on est sûr de son bon droit, mais on peut le perdre ou le gagner contre le seigneur. Aucune loi ne définit ce fonctionnement. On a toujours fait comme ça, alors on continue. Ces assemblées remontent à la nuit des temps. Elles se font autour d'un juge ou d'un syndic qui y préside.
Le juge énonce le problème à régler ou la décision à prendre. Chacun prend la parole pour dire ce qu'il pense. S'il s'agit d'une décision grave comme d'intenter un procès, la communauté peut ester en justice en son nom propre. Hein. Un village, c'est le village un tel, la communauté un tel contre le seigneur un tel. Ou d'aliéner des communaux, on suivra l'avis des anciens sans obligation de le faire. Aucune loi ne régit ces assemblées, seul l'usage fait force de loi, l'usage de temps immémoriaux, c'est la tradition. C'est avec elle que s'est construite la France rurale. C'est quand l'État, c'est-à-dire les Lumières et la Révolution, interviendra qu'on donnera une voix aux seuls contribuables, laissant de côté les plus pauvres. C'est les Lumières qui vont introduire que pour pouvoir parler, il faut tenir un certain taux d'impôt, un certain sens. Turgot, dans son grand projet de réforme, a voulu qu'on ne donne une voix qu'aux propriétaires. Turgot avait proposé à Louis XVI une réforme qu'il appelait la réforme des municipalités, où il disait chaque village va élire des représentants en fonction des impôts qu'ils payent, c'est-à-dire de leur état de fortune, qui eux-mêmes éliront des représentants à une assemblée. Alors ça sera l'assemblée, la municipalité communale, ensuite il y aura l'assemblée qui deviendra le département, ensuite la région et tout ça, mais devait mener à une espèce d'assemblée nationale. Louis XVI, quand il a vu ça, il a dit il est fou, il veut tout mettre cul par-dessus tête. Louis XVI a refusé, puis c'est quand même ça qui est passé. C'est quand même ça qui est passé par la suite. Donc Turgot, dans son grand projet de réforme, voulait qu'on ne donne une voix qu'aux propriétaires. Alors que le principe de la communauté villageoise, c'est que le plus pauvre, le plus bête, il a une voix au même titre que les autres, parce qu'il habite là et qu'il travaille là. Alors il y a une élection d'un syndic, et le syndic sera le représentant de la communauté vis-à-vis des autorités. Quand le village va aller voir l'intendant, c'est le syndic qui va aller représenter le village. Le syndic, il a été élu, il n'a aucun pouvoir, aucun prestige et aucune prérogative. C'est une charge, syndic. Alors on le défraye quand même, hein, c'est le minimum, mais c'est tout. Donc son mandat dépend de la volonté des habitants, il peut être limité ou révoqué par eux. C'est une charge sans compensation. Le syndic est juste défrayé pour ses déplacements en ville, et personne ne se bat pour devenir syndic. Et quand vous avez été élu, ben vous vous y collez. On a voté pour vous, vous y allez. Allez, en avant marche. Il est élu à haute voix et à la majorité. Il n'y a pas de règle. Comment c'est lié un syndic? Ben, ici comme ça, là-bas comme ça, et là-bas autrement. Chacun fait sa loi. Voilà comment fonctionne le village. Dans un village de Bigorre, tous les habitants se réunissent à l'église quand il y a des décisions un peu difficiles à prendre. Tous les habitants se réunissent dans l'église et on leur distribue des grains de millet blancs parmi lesquels se trouvent 4 grains noirs. Alors à l'aveugle, ceux qui reçoivent les grains noirs vont nommer les magistrats municipaux. Ça s'appelle le tirage au sort, cher à un certain Étienne Chouard. Je lui racontais ça, il n'en revenait pas. Il a cru qu'il fallait l'inventer, mais non, ça marchait comme ça. L'autorité royale a validé le processus et tirage au sort de 4 personnes qui vont parler pour les autres. Pourquoi pas? Donc le syndic, il est le mandataire des habitants, il préside l'assemblée, il dépense les deniers de la communauté, il rend compte de sa gestion aux habitants et aux subdélégués. Alors le subdélégué, c'est le sous-intendant. Hein. Chaque intendant a au moins 4 subdélégués, je crois. Donc le subdélégué, c'est celui qui a le rapport direct avec le village. Donc le syndic soutient les procès du village. Il est l'un des gardiens des papiers et des archives conservés à l'église et renfermés dans un coffre dont il a la clé. Il informe l'intendant des problèmes du village, des pisottis, état des chemins, invasion de chenilles, etc. C'est lui qui va raconter à l'intendant si le village a des problèmes. Il veille au tirage au sort de la milice. Alors le tirage au sort de la milice, la milice, c'est l'ancêtre du service militaire. Quand le roi avait besoin de soldats, il envoyait des agents tirer au sort dans les villages des jeunes qui iraient se battre pour le roi. Donc ça se faisait par tirage au sort et le syndic est celui qui s'occupe du tirage au sort. Si vous voulez, je vous raconte le service des armes sous l'Ancien Régime, c'est tout un sujet, je ne peux pas revenir dessus. Je l'ai étudié également, vous seriez surpris. Vous seriez surpris, vous n'en reviendriez pas. Donc il organise également la corvée royale et le logement des gens de guerre de passage. Alors la corvée royale, la corvée est quelque chose qui a été dénoncé à la Révolution comme étant abusif, et c'était devenu abusif, mais c'est simplement un impôt en nature. Qui va payer les routes? Qui paye les routes aujourd'hui? C'est nos impôts. Ben, à ce moment-là, ça se paye en journée. C'est ce qu'on appelle la corvée. Maintenant, l'école au village. Les sacrifices que la communauté s'impose pour l'instruction de ses enfants sont considérables. Considérables.
C'est la commune qui construit, achète et loue une maison d'école et qui subvient à la rétribution des maîtres. Il y a des écoles partout, partout, dans tous les villages depuis le Moyen-Âge. Un ambassadeur vénitien au XVIe siècle déclarait à cette époque qu'il n'y avait personne en France qui ne sache lire et écrire. Je crois qu'il a exagéré. Il y en avait certainement qui ne savaient pas lire et écrire, mais la vision d'ensemble qu'il en avait, c'était phénoménal. Tout le monde apprend à lire et à écrire. Il y a des écoles pour tout le monde. Louis XIV a rendu l'école primaire obligatoire dans tout le royaume jusqu'à 14 ans. Mais le rendre obligatoire, c'est pas créer des écoles. Il a rendu obligatoire ce qui existait déjà, de façon volontaire. Il a fixé le salaire minimum du maître et en a fait une dépense obligatoire pour les communautés. C'est-à-dire, quelle est l'intervention du roi dans l'instruction publique? C'est de dire, vous ne pouvez pas payer un instituteur au-dessous d'un certain salaire, parce que c'est indécent. Ça, c'est l'autorité royale. Vous croyez que le roi va intervenir pour choisir un instituteur? Non, mais qui se mêle de ses affaires? De quoi je me mêle? Et il en fait une dépense obligatoire pour les communautés. Bon, c'était une dépense qui était de toute façon budgétée. Il a ordonné que soit publiée tous les 3 mois la liste des enfants non scolarisés pour faire compte aux parents. Et là s'arrête son rôle. L'idée d'un ministère de l'Éducation est un contresens sous l'Ancien Régime. Comment s'appelait le ministre de l'Éducation sous Louis XVI? Le quoi? Quoi faire? On va quand même pas avoir quelqu'un qui va se mêler de nos affaires. Qui s'occupe de l'école? La communauté. Elle est là pour ça. Le zèle des évêques n'est pas moindre que celui du roi. Ils exhortent leurs curés à prêcher l'école en chair pour toutes les paroisses, pour tous, riches ou pauvres. C'est l'Église, l'État et la communauté qui concourent à la nomination des maîtres. L'Église forme les maîtres. Un maître, ça, faut que ça aille à l'école des maîtres. Donc c'est l'Église qui s'en charge. Elle les approuve et les surveille. L'État autorise la nomination et l'entérine, mais c'est la communauté qui choisit le maître, traite avec lui et lui donne le programme qu'ils exigent que le maître fournisse à leurs enfants. Vous imaginez le roi qui va dire vous allez leur apprendre ceci, oh! Vous savez ce qu'ils veulent les parents? Que leurs enfants sachent lire, écrire et compter. Plus le latin, je vous expliquerai pourquoi. Jusqu'à la Révolution, c'est l'Assemblée générale des habitants qui nomme les maîtres. Un curé écrit. Le 17 présent du mois, sur l'invitation d'un des syndics, j'ai annoncé au prône de ma messe paroissiale qu'il y aura le dimanche suivant, 26 aussi du présent mois, une assemblée générale des habitants à l'effet de procéder à l'élection d'un maître d'école et que tout et chacun des habitants était prié de présenter les sujets qu'il croirait capable de remplir le rectorat de sa paroisse. Un rectorat, le recteur d'école, c'est le maître. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est susceptible de devenir un bon maître d'école, soyez gentil de le présenter. On a mis des affiches en ville pour dire qu'on cherche un maître dans tel village. Et croyez-moi, c'est pas si facile, parce que les bons maîtres, ça s'arrache. Donc on cherche, on fouille, on cherche un maître d'école. On demande au curé d'examiner les candidats. Parce que le curé, on sait que lui, il a l'instruction pour ça. Et on le fait aussi examiner par une commission des habitants les plus instruits et par des notables. Tenez, on a un maître d'école, là, vous venez nous aider, on va regarder, on va lui poser des questions. L'élection du maître, qu'on appelle le recteur d'école, a lieu à haute voix. S'il y a des réclamations, on demande l'arbitrage de l'intendant et on convoque une nouvelle assemblée. Il faut que tout le monde soit d'accord. La nomination du maître est donc sous la responsabilité exclusive des habitants, une fois pris tous les avis des personnes compétentes. Il est impensable qu'aucune autorité ne l'impose, ni le roi, ni le délit. On va rédiger un acte, d'abord encore débattu et consenti par l'Assemblée. C'est un contrat d'embauche du maître, régi comme un bail 3, 6, 9, à la volonté des parties. C'est comme ça. On fixe le salaire. Alors, je vous ai dit que le roi a imposé un salaire minimum, une espèce de SMIC. On fixe également les avantages, l'exemption de ceci, de cela, la jouissance des communaux, tout ça, ça va être marqué. Et on détermine ses services. Par exemple, outre la classe, on peut demander aux recteurs d'école de sonner les cloches, de conduire l'horloge, d'assister le prêtre dans l'administration des sacrements, de tenir lieu de greffier lors des réunions, des choses comme ça. S'ils sont d'accord, ça se fera comme ça, ça sera marqué dans le contrat. Le traité détermine la nature de l'enseignement, le nombre des classes et la durée des vacances. C'est dans le contrat du maître, ça. L'école fonctionne essentiellement en hiver.
vous êtes des paysans, je vous raconte pas pourquoi. Le matin, on commence par la messe. On est une communauté chrétienne, ou on ne l'est pas. Ensuite, lecture, écriture et arithmétique. Et lecture du latin. À votre avis, est-ce que c'est comme prétendait Voltaire, pour en faire des clercs censurés? C'est pour aller pouvoir lire dans les documents. Si on ne connaît pas le latin, on risque de passer à côté d'informations intéressantes au village. Donc un beau maître d'école, il va apprendre à lire et écrire, à compter en français, et si possible, il va donner des leçons de latin. C'est comme ça que vous avez des gosses qui ont appris le latin, puis après qui sont montés dans la hiérarchie et qui ont fait des carrières. Mais l'idée des paysans, c'est qu'il faut qu'au village, on ait des gens qui sachent lire le latin, qui est la langue des instruits. Donc pour ne pas être laissé sur le bord de la route, le village va demander, autant que faire se peut, que au moins certains de ses enfants puissent apprendre le latin. Alors, les anciennes chartes qui ont été signées entre les premiers seigneurs du village, elles étaient écrites en latin. Et si vous voulez un seigneur qui dit « d'après la charte machin chouette de 1200 et tout, ah oui, on peut voir où? Ben oui, mais c'est en latin. Ah, voilà. Ah, également le déchiffrage des vieux textes. Bon, en langage moderne, on appelle ça la paléographie, mais ça s'apprend aussi. Ça s'apprend aussi. Et un instituteur, on peut lui demander, est-ce que vous connaissez la lecture des anciens textes? Et ça peut être un argument d'embauche entre deux. Il y a également, est-ce qu'il sait chanter? Est-ce que le recteur d'école va savoir chanter? Et un recteur d'école qui sait chanter, qui sait faire chanter les gosses, il a une chance par rapport à celui qui en a. C'est plusieurs personnes pour le faire. Le paiement des gages du recteur d'école est assuré par les parents qui payent en fonction de leurs moyens. Ça, c'est le village. C'est l'Assemblée générale qui va décider qui paye quoi. Et il est hors de question que le plus pauvre ne puisse pas envoyer ses enfants à l'école. Ça, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Aucune injonction ne vient de plus haut, sauf le salaire minimum imposé par le roi. Et dans certains pays, on peut les payer en nature. Si c'est insuffisant, c'est-à-dire si les parents, le salaire que versent les parents n'est pas suffisant, mais la communauté peut attribuer au maître le revenu de certains biens ou droits qui appartiennent au village. Si les parents ne suffisent pas, la communauté supplée. Hors période scolaire, le maître se rend utile à d'autres occupations qui sont à sa portée, il fait partie intégrante du village. Tous les instituteurs d'un doyenné sont rassemblés une ou deux fois l'an pour mise à niveau et instruction de leurs devoirs. Hein? Inspection d'académie, il n'a rien inventé. Hein? Ils étaient interrogés par les évêques ou les archidiacres qui faisaient des tournées et interrogeaient aussi les enfants. Hein? S'il y avait des plaintes, c'est là qu'on les entendrait. Et s'il y a des plaintes, et ça peut arriver, les habitants vont vouloir le chasser. Et s'ils refusent de déguerpir, on s'adresse à l'autorité pour l'obtenir, et hop, on vient saisir le fautif. Les maisons d'école. Alors, soit elles sont données par les seigneurs, ou les curés, ou quelques personnes généreuses. Vous avez un seigneur ou un riche bourgeois qui a une grange dont il ne se sert plus, ça pourrait faire une belle maison d'école. Allez, on la donne au village. Et la maison d'école est là. Certaines sont fournies par les fabriques qui sont les assemblées gérant les biens de l'Église. La majorité est l'affaire de la communauté et de ses seules ressources. La maison d'école est l'affaire de la communauté et de ses seules ressources. L'État n'intervient pas. L'intendant n'intervient que pour le devis, les adjudications ou l'approbation de travaux, par exemple. Les habitants s'imposent de lourds sacrifices pour les édifier avec peu de moyens. On ne soupçonne pas les efforts qu'ont déployés les villages pour l'instruction de leurs enfants. L'instruction dans les meilleures conditions possibles. Donc l'école fut l'affaire de la communauté d'habitants, qu'ils soient parents ou non. Qu'ils soient parents ou non. L'école a dérangé les Lumières qui n'ont eu de cesse de demander qu'on les limite ou même qu'on les supprime. Je vais vous citer un de mes petits camarades que j'aime le plus, il s'appelle Voltaire, il écrivait le 28 février 1763, accrochez-vous. Je vous remercie, écrit-il à la Charentais le 28 février, de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre, alors vous imaginez Voltaire penché sur la glèbe, ce qu'il appelle cultiver la terre, c'est avoir des paysans qui le font pour lui. Moi qui cultive la terre, je vous présente requête pour avoir des manœuvres et non des clercs tonsurés.
C'est-à-dire que la revendication de Voltaire en 1763, c'est qu'on arrête d'apprendre aux villageois. Il y a un certain Rousseau, il paraît qu'il a écrit l'Émile, mais il n'a pas que, il a écrit également la Nouvelle Héloïse, dans laquelle il dit « N'instruisez pas l'enfant du villageois, car il ne lui convient pas d'être instruit. » Ce n'est pas ça. Et Lachalotet, un magistrat janséniste qui a écrit sur l'éducation, écrit « Le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. » C'est-à-dire que ces gens-là vont se battre contre la communauté villageoise, mais jusqu'à sa mort, et notamment contre la magnifique entreprise d'instruction menée à bien par les villages. Un autre lien qui unit les villageois, c'est la fête. Alors, il faut savoir ce que c'est que la fête au village. En 1758, on écrit « Le berger en conduisant ses troupeaux, le laboureur courbé sur sa charrue, l'ouvrier même au milieu de ses travaux les plus pénibles parmi nous, tout le monde chante. » Et on aurait pu dire également tout le monde danse. La musique et la danse consolent de beaucoup d'autres jouissances, écrit un intendant. En Auvergne, dit Fléchier, dès que le printemps est arrivé, on ne voit pas une rue ni une place publique qui ne soit pleine de danseurs. Dans le Nivernais, en 1675, on raconte, soit dans la cuisine, soit dans les prairies, on danse au son de la musette, les vives bourries, les vives sauteuses, sous tous les règnes on a dansé, sous Louis XIV on danse aux chansons ou au son des violons et des hautbois sur les places publiques le dimanche. L'abbé de Marolles parle avec attendrissement des danses rustiques du temps d'Henri IV. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent le chant Vive Henri IV Vive Henri IV, vive ce roi galant. C'est devenu l'hymne de la royauté française. C'est devenu un hymne absolument somptueux qui a été orchestré par Tchaïkovski. Enfin, c'est une merveille. À l'origine, c'est une danse villageoise qui a été faite en honneur d'Henri IV et qui est devenue l'hymne de la royauté. C'est parti du village. C'est magnifique. Il n'y a de fête de village, écrit Étienne Pasquier, où l'on accompagne la fête du saint paroissial de danse et de banquets. À Lagny, le jour de la Pentecôte, on célébrait les jeux floraux. Avant de se rendre à l'église, le peuple allait cueillir des rameaux dans les bois et se livrait dans la journée à une infinité d'exercices plaisants. Les fêtes de village variaient selon les provinces et le prétexte n'y manquait pas. Fêtes religieuses, fêtes paroissiales, fêtes agricoles. Feux, danse, jeux, banquets, tout est bon, on fait la fête. Et moi qui habite également dans un village, je ne suis pas agricultrice comme vous, mais j'habite dans un village, il y a au moins 3 ou 4 fêtes par village par an. Il y a toujours un prétexte pour faire la fête. Enfin, un prétexte, une raison, hein. Les mauvais coucherons ont beau tenter de les interdire pour cause de moralité publique, l'immense majorité des paysans avaient des mœurs régulières. Ils recevaient l'instruction religieuse, ils avaient la foi, le sentiment du respect et de l'amour du travail. Donc les fêtes omniprésentes n'ont jamais représenté aucun danger pour la morale chrétienne familiale en cours. Parce que vous avez des mauvais coucheurs qui ont dit « Ouais, de toute façon, les fêtes, c'est des antichambres de la débauche. » Non. Non. Voilà. Il faut arrêter avec ça. Qu'est-ce qui a vu la fin des communautés? Ben, c'est le progrès. Le progrès a vu la fin des communautés. En Voltaire, en 1769, désireux de dénoncer l'oppression subie par les paysans de la part des évêques qui régissent le carême, parce que tout était bon pour dire du mal de l'Église, il disait « Est-il quelqu'un qui ignore que nous ne mangeons jamais de viande? Peu d'entre nous ont la consolation d'un bouillon gras dans leur maladie. » Fin de citation. Comment croire à une paysannerie mal nourrie et penchée sur la glèbe, soumise à son curé et terrorisée par le Seigneur? En fait, les ressources de nourriture du paysan sont infinies. Infinies. Faire croire que les paysans ont faim, c'est une aberration. Vraiment, une période de guerre, de catastrophe, mais c'est transitoire, ça dure quelques semaines. Ça n'a jamais duré au-delà. Donc, les ressources du paysan, à part le pain, il y a aussi les châtaignes, il y a toute une variété de pois, de fèves, de haricots. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir pas quelques porcs. Les porcs retournent la terre pour manger les racines, ou on les envoie dans les bois qui nettoient de toutes les jeunes pousses et des glands. Qui c'est qui nettoie les sous-bois? C'est les cochons. Après les cochons, on les mange. Le savoir du paysan est toujours plein de viande de porc. Et son cellier a du jambon fumé. Sa soupe au pain, évidemment, connaît le lait, le beurre, la crème, le fromage, le lard, les légumes d'hiver, le chou, l'oignon, la ciboule, l'ail, la laitue, la bête, le cresson, l'endive, le persil, la rue. Attendez, c'est quoi ça? Le paysan mange des racines? Ah bah oui, des carottes, des navets, avant l'arrivée de la patate. Moi aussi, je mange des racines, moi aussi. Les arbres donnent les fruits, les pommes, les noix, les noisettes.
Qui n'a pas des poules dont on consomme les œufs une fois l'an, les œufs tous les jours et la viande une fois l'an? On boit du cidre, du vin, la bière, on brasse. Mais vous croyez que ça vient d'où la gastronomie française? Faire croire que le paysan ne mangeait pas de viande est une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie. Comment en même temps reprocher au clergé de lui interdire pendant le carême d'ailleurs? Ça me paraît une contradiction. La profession de boucher était florissante, il y en avait plusieurs par village. Pendant le carême et tous les vendredis, on s'en abstient. C'est le jour du poisson qu'on va pêcher dans les étangs et les pièces d'eau disponibles. Incidemment, les grandes réformes qu'auront amenées les gens des Lumières, ça va être d'assécher les marais malsains. Malsains. Vous savez pourquoi ils ont asséché les marais? Pour faire de la terre à blé. Parce que le blé est devenu une marchandise avec laquelle on va pouvoir s'enrichir. Au lieu d'être le blé pour le pain du peuple. Et les marais malsains, quand on les aura asséchés, on n'aura plus de poissons. Il n'y aura plus de canards, il n'y aura plus de tous ces oiseaux et ces poissons qu'on pêche ou qu'on chasse. Le blé qu'on vendra pour s'enrichir au lieu de le vendre au marché le plus proche. La condition pour manger bien au village est d'avoir de quoi nourrir ses bêtes et d'avoir accès aux poissons et aux oiseaux des étangs. La modernité, en faisant reculer la communauté, en clôturant les champs et en faisant la guerre à la pleine pâture, va faire reculer l'abondance qui était la sienne au temps de la communauté solidaire. Toutes les attaques des Lumières vont consister à dire arrêtez avec tous ces communaux, faites pousser de la terre à blé, clôturez les champs, arrêtez avec la pleine pâture. Tout ce qui faisait la communauté paysanne va être attaqué par les gens des Lumières, attaqué. Et on va faire croire au roi que c'est la paysannerie qu'il demande. Vous savez, l'arnaque, elle est assez simple. Vous avez un gars comme Voltaire qui dit « moi qui cultive la terre ». Pourquoi? Parce qu'il est propriétaire terrien, donc il vit les produits de la terre. Et il suffit de multiplier ça par un certain nombre de régions et on va faire remonter au roi que les gens qui cultivent la terre réclament que. Et l'arnaque va être là. Hein. L'abondance de l'alimentation est tributaire de la possibilité de nourrir ses bêtes gratuitement sur toute la partie commune du village. Or, les Lumières vont réduire les communaux. Réduire. Le recul de la communauté verra automatiquement l'appauvrissement des pauvres et le recul de la résistance alimentaire. Et si, à la veille de la Révolution, la paysannerie s'est appauvrie, c'est depuis l'éruption des Lumières et pas avant. C'est très exactement concomitant. Au moment de la Révolution, 30 ans de progrès ont introduit la fin au milieu de l'abondance, et entre le début des Lumières et la Révolution, on estime que la paysannerie a perdu 80% de son niveau de vie. L'État a été en même temps oppresseur par la charge fiscale et défenseur, avec la surveillance paternaliste des intendants qui interdisaient les procès mal engagés, où la communauté perdait à coup sûr. Donc l'État a eu un rôle à la fois bon et mauvais. En prenant sous son aile la communauté, les communautés, le roi a préparé leur mort. Le 25 juin 1787, poussé par le besoin de réformes nécessaires à la levée de nouveaux impôts, le roi a créé les municipalités que suggérait Turgot 12 ans plus tôt. La municipalité qui part du début, qui part de la base, et qui demande aux possédants d'élire quelqu'un qui va remonter, etc. Donc, ces municipalités vont remplacer le régime totalement démocratique des assemblées générales. Le seigneur et le curé en font partie de droit. J'ai dit démocratique. Je vais le redire. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple. Ben, c'était ça la communauté villageoise. Sauf que le mot a été utilisé pour dire l'inverse. Donc quand on dit démocratie, il faut spécifier. Moi, je dis les communautés villageoises elles étaient carrément communistes. Ben oui. Sauf que quand on entend communiste, on entend autre chose. Un jour, on reviendra au vrai sens des mots. Je pense que la révolution, une révolution à faire, en rendant aux mots leur sens véritable. La communauté villageoise était communiste et démocratique. On l'a remplacé par le progrès. Donc, à la veille de la Révolution, les communautés villageoises qui ont conduit la vie des paysans depuis des siècles sont abolies et remplacées par des municipalités aux mains des possédants. La seule protection des plus humbles dépendra de la présence des curés à ces assemblées, mais l'hystérie antichrétienne de la Révolution chargera de les éliminer. Et la paysannerie va perdre tout ça, tout son mode de fonctionnement. Tout ça, ça va s'effondrer.
Pour mener à bien sa révolution capitaliste, la classe montante a su se débarrasser du roi, de l'Église et de la communauté villageoise qui ont forgé, bâti et cultivé la France. Alors je pourrais m'arrêter là, mais j'ai fait un petit addendum pour parler des impôts. Alors qu'est-ce que je rajoute l'addendum ou est-ce que j'arrête là? On continue, il n'y en a pas pour long. Il n'y en a pas pour long, je vais vous parler des impôts. La charge des impôts royaux a toujours été lourde et certainement source d'une oppression très douloureuse. Comment se répartissait l'impôt? Vous aviez deux types de territoires. Vous aviez une élection qui était la subdivision administrative chargée de l'impôt qui correspondait à la généralité ou le territoire de l'intendant. L'intendant dirige une généralité et une généralité sur le plan de l'impôt, ça s'appelle une élection. L'élu est l'agent de l'élection. C'est lui qui va recouvrer la taille qui est le plus lourd impôt. Se faire exempter de la taille, c'est un sport national. C'est resté un sport national, on n'a plus plus à la taille, mais ça reste quand même un sport national. Le sujet est extrêmement complexe compte tenu de l'évolution de la seigneurie qui toujours tentera d'échapper à l'impôt. Le village se gère lui-même et décide de la somme de la répartition et de l'usage de ses charges communales. Donc on parle bien des charges qui incombent au village et dont il a lui-même la responsabilité. Mais l'impôt royal, lui, est déterminé et utilisé sans le consentement du village. Il ne va cesser d'augmenter jusqu'à devenir insupportable. La taille royale, c'est l'impôt sur la personne, est très lourde et c'est elle qui fait venir les sergents qui prennent le plus clair des profits. Les élus font des impositions en mai, les élus, donc les représentants de l'élection, ils font les impositions en mai, ils envoient les rôles en juillet et l'année fiscale commence le 1er octobre. Les recouvrements commencent dès le début du battage. Il faut donc répartir le montant de l'impôt qui est tombé sur le village et c'est la communauté qui va se charger de le répartir. L'assiette est faite par des assesseurs pris à tour de rôle parmi les habitants. Et ils sont nommés devant le juge seigneurial. Ils sont toujours désignés par la communauté, convoqués et réunis au son de la cloche à la sortie de la messe, comme je vous ai dit pour toutes les décisions. L'assesseur fait vérifier le rôle établi par un agent de l'intendant et le publie à la porte de l'église. Tout le monde en connaît donc le détail. Toutes les mutations survenues depuis l'année précédente sont déclarées publiquement et les réclamations sont entendues. On discute de la réduction des cotes de certains pour services rendus, le maître d'école, le tambour, le serrurier chargé de l'horloge ou autre. Mais ces réductions devront être validées par l'intendant. La répartition de l'impôt tiendra compte du résultat d'enquête sur le nombre de feux, la gelée, la grêle, l'incendie survenus pendant l'année. Le sport local consiste à cacher son aisance pour ne pas trop payer, de là l'image bien connue du pauvre paysan qui se plaint tout le temps. Ben oui, pour ne pas payer d'impôt. Qu'est-ce qu'on raconterait pas? L'assiette, alors écoutez bien, parce que ça c'est une explication également de la fracture du monde rural, l'assiette frappe les résidents et non les propriétaires. C'est-à-dire que le seigneur qui a acheté la seigneurie et qui réside en ville ne paye pas l'impôt. Honnête. Le nouveau seigneur, notamment, arrivé à la terre pour investir son argent, bourgeois, anonyme ou non, ne paiera pas. Alors que l'ancien seigneur, il habite là. Donc il paye. Le nouveau seigneur provient donc du village, donc il ne partage pas les charges. Donc, comme les charges sont collectives, celui qui ne réside pas, il laisse sa part à répartir entre tous les autres. Une fois déterminée l'assiette, il faut collecter. Qui c'est qui va aller chercher l'argent chez les paroissiens? La charge est impossible à remplir car il faut faire payer ses voisins. Et on est responsable sur ses biens de la collecte. Personne ne veut ça. C'est une plaie, il est impossible d'être impartial. Eh bien, il faut le faire quand même. Et il faut que ça tombe sur la tête de quelqu'un. Dans certains villages, il n'y a plus de manœuvriers. Les plus gros taillards sont partis se faire imposer en ville pour échapper à ça. Et la charge se répartit sur d'autant moins de gens. C'est une plaie. Plus le village est appauvri, plus il doit payer, car la charge se répartit entre ceux qui restent. Il y a divorce entre impôts et ressources effectives. Mais injuste ou pas, il faut payer. Et au village, tout le monde sait qui paye quoi. Mais, au milieu de cet océan d'injustice, c'est très très dur. Les problèmes de recouvrement d'impôts sous l'Ancien Régime, c'est très dur. Tenez-vous bien, il est interdit
de saisir l'outil de travail du paysan. On ne touche ni à ses bœufs, ni à leur domicile, les lits, les vêtements, les portes et les fenêtres. Il est interdit de saisir le bœuf d'un paysan, quelle que soit sa dette. L'impôt sera toujours injuste, aucune réforme n'aboutira jamais, et toujours ce sont les plus petits qui paieront le plus. Est reconnu. L'énormité de la charge fiscale fut plus que douloureuse à la paysannerie qui toujours paiera, et la paya d'autant plus qu'il y avait de plus en plus d'exemptés. Mais toujours la communauté des habitants participa activement à sa répartition, qui n'aurait pu se faire en son absence. Et bien dites-vous que même au pire moment de l'Ancien Régime, jamais les Français n'ont payé autant qu'ils payent aujourd'hui.